j'étais pas le meneur, j'étais plutôt en retrait, j'étais plutôt influençable et je suivais les conneries des potes quoi. Donc on partait dans des champs, ça volait des mobylettes, ça volait des légumes dans le champ du papy à côté, enfin ça faisait cramer des trucs dans des petites cabanes, enfin voilà des conneries de Ouais, de gamins. gamin, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et après, bon, j'ai un peu lâché ce truc-là. C'était pas trop mon délire. Du coup, je me suis mis à retrait et j'ai bien fait parce que j'ai des potes qui se sont fait attraper par la gendarmerie. Donc, d'un côté, Par j'étais force. cool, ouais, j'étais content de pas recevoir la gendarmerie chez moi et que mon père, voilà, je sois dehors de cette histoire-là. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas. On va parler d'automatisation avec lui. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. On a une petite surprise pour vous. On va vous faire tenter de gagner 100 euros. Donc, Nicolas, si tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, pour ma part, je m'appelle Nicolas Leroy, j'ai bientôt 32 ans et je suis papa d'une petite fille qui a 1 an et demi. Avant de devenir entrepreneur, j'étais responsable adjoint dans un entrepôt frigorifique à moins 25 et moins 60 degrés. Donc, un job totalement différent. Job bien physique. Et en parallèle, du coup, bah, je développais mon agence web avec de la prestation de sites sur Elementor, des sites vraiment modernes en UX, UI et un peu de SEO. Et voilà, donc travailler en fait et d'avoir 2 jobs, c'était pas de tout repos. Je commençais à 6 heures du mat jusqu'à 14 heures au froid et après à 15 heures, j'enchaînais avec mon autre boulot du coup d'agence web jusqu'à tard le soir. Et bah, rapidement, j'ai cherché comment en fait je pouvais gagner du temps, me consacrer pleinement à l'agence et avoir plus de clients. Et c'est là que bah, du coup j'ai découvert Make, un outil d'automatisation de no-code. Et bah, depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans, j'accompagne des entreprises et je forme justement sur cet outil-là à automatiser des tâches vraiment chronophages et répétitives dans un business avec une multitude d'outils. On peut connecter plus de 2000 applications sur l'outil. Donc voilà. Super présentation. Merci pour ce parcours. T'étais quel type de personne, du coup, enfant? On va commencer directement par ça. Enfant, c'est une bonne question. Franchement, j'étais assez timide, on va dire. Je supportais pas forcément d'être seul. Fallait toujours que j'ai quelqu'un, des amis pour jouer. Sinon, je m'ennuyais très vite. Après, après pour préciser un petit peu, j'ai vécu dans la vraie campagne. Mes grands-parents, ils ont un terrain qu'on appelle le ranch avec des chevaux, etc. Et une mini maison qui est montée avec du bois, de la ferraille, enfin voilà quoi. Donc dès le plus jeune âge, je les aidais à ramasser le foin dans les champs, etc. pour nourrir les chevaux. Et en vrai, bah j'ai reçu, je pense, une éducation par ma grand-mère très droite, très respectueux, poli, toujours serviable, etc. J'ai eu la chance dans mon enfance d'avoir été élevé justement par ma grand-mère. Elle s'occupait de moi parce que bah, forcément j'avais une grande partie de la journée où mes 2 parents du coup ils travaillaient et du coup bah j'avais pas trop intérêt à broncher d'une oreille. Donc voilà, elle m'a transmis beaucoup de valeurs et de respect. Et après, bah, côté après enfance, est-ce que du coup tu veux parler aussi de l'adolescence ou vraiment enfance? Bah, on va en venir un Ouais, petit peu, ok, ouais. bon bah parfait. Ça, t'as anticipé un peu nos prochaines questions, mais Ouais, 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 on bah va y ouais, on arriver, regarde des t'inquiète pas. vidéos quoi. Et t'es fils unique, du coup, est-ce que tu nous parlais que tu t'aimais pas y Non, rester alors seul? ouais, justement, j'ai un petit frère, du coup, on a 9 ans d'écart. Donc mes parents ont attendu 9 ans avant d'avoir du coup un deuxième enfant. Et bah après, mon père s'est remarié, du coup, parce que mes parents sont séparés, il s'est remarié. Et lui, de son côté, il s'est mis avec ma belle-mère. Ma belle-mère avait déjà 2 enfants. Donc moi, du coup, bah, c'est Nicolas, mon petit frère, c'est Thomas. Et ma belle-mère avait aussi 2 fils qui s'appellent Nicolas et Thomas. Donc quand j'étais là-bas, il y avait 2 Nicolas, 2 Thomas, quoi. Donc pour les Excellent. prénoms, c'était un peu Énorme. compliqué. On s'appelait par les noms de famille, du coup. Et après, bah, mon père, du coup, s'est remarié. Il a eu 2 autres enfants. Donc en fait, quand j'allais là-bas un week-end sur 2, on était, en comptant mon père, 7 garçons. Et j'étais du coup l'aîné qui gérait les petits garçons qui se tapaient toute la journée, quoi. Et avant de venir, du coup, à ton adolescence, tu voulais faire quoi comme métier? Ben, à la base, je voulais devenir rugbyman professionnel. J'ai fait 4 ans de rugby. Je me suis pété 2 fois le genou, donc déplacement de la rotule, luxation du genou. Donc en fait, j'ai vu un peu mon rêve totalement brisé. Et après, bah, au final, j'ai laissé ce rêve-là de côté. Le chirurgien m'a dit, bah, c'est soit tu fais passer la santé avant, soit tu continues, on t'opère et tu passes par bah, des broches et des petites tiges en fer dans le genou. Et puis tu pourras peut-être plus marcher. Donc au final, bah, j'ai arrêté. Ça m'a fait beaucoup de mal quand même parce que c'était mon rêve de gosse. Donc pendant un mois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis au final, bah voilà, j'ai essayé de
mûrir avec ça, de grandir. Et dans un second temps, vu que je kiffe les jeux vidéo, que j'ai toujours été gamer depuis que j'ai l'âge de 11 ans, j'avais comme rêve de devenir joueur e-sport sur Counter-Strike. J'ai fait beaucoup de Dofus et Counter-Strike. J'ai été semi-pro sur Counter-Strike, donc voilà, on avait un petit salaire et des défraiements pour aller faire des compétitions, mais très très fermé le côté e-sport en France. Et du coup, bah voilà, j'ai laissé tomber ce rêve-là aussi de devenir joueur e-sport, qui est quand même très compliqué. On va dire que c'est un joueur sur quelques millions, quoi, peut-être. Je fais une parenthèse parce que tu vois, même pour ceux qui nous regardent, on a interviewé plusieurs personnes dans l'affiliation, le SEO, des business qui sont basés sur business en ligne. Et il y a toujours ce truc-là qui revient d'un peu de geek, tu vois, de Ouais, gamer. exactement. Et Counter-Strike, on l'a entendu plusieurs fois. Ouais. Ouais. C'est Et énorme. même Dofus, hein. Ouais, Je vois Dofus. beaucoup Ouais, de exact, personnes ouais. qui parlent de Dofus, qui font des Ouais. espèces de feedback, genre bah, Dofus m'a servi à apprendre le e-commerce, à vendre, à mettre tel prix en hôtel de vente. Enfin, vraiment, c'est que le côté C'est vrai. geek et gaming, on le revoit vraiment beaucoup, quoi. Et dans Counter-Strike, il y avait le côté un petit peu achat-revente, peut-être avec, je sais qu'il y a pas des skins, mais il y a des armes, je crois, qui sont un peu collector, si je me trompe pas. Ouais. Alors à l'époque, sur le tout premier Counter-Strike, c'était version 1.5, ensuite 1.6, t'avais pas ce système de skin comme actuellement on peut voir sur les jeux comme Fortnite, etc. Par contre, c'est venu beaucoup plus tard justement avec CS:GO, où tu pouvais acheter des skins, les garder, attendre quelques années, ça prenait de la valeur et tu pouvais les revendre ensuite. Alors pour sortir l'argent après du compte Steam, tu pouvais pas, mais tu devais passer par d'autres plateformes externes qui te prenaient un pourcentage, etc. Mais voilà, t'avais quand même ce côté un petit peu, je garde une arme, j'attends un petit peu, Ouais, je la laisse de côté, j'essaie de lui faire prendre de la valeur. Il y a vraiment des mecs qui se sont fait énormément d'argent avec les skins sur CS:GO, quoi. excellent. Et toi, t'en fais partie, t'as pu un peu faire Ouais, en des bons soi, retours. j'ai été plus acheteur que vendeur, parce que voilà, c'est vrai que sur CS, j'aimais bien voir mon petit couteau, le petit karambit, faire tourner le couteau dans le jeu. Enfin, c'était vraiment aspect graphisme, quoi. Et puis je sais pas, ça avait un côté psychologique, genre j'arrivais mieux à jouer avec un couteau que si j'avais le simple couteau de base, quoi. Mais après non, j'ai pas trop été dans le sens où je garde et je revends plus tard. Par contre, ça je l'ai fait sur Dofus, où je savais qu'il allait avoir des grosses mises à jour, etc. Du coup, je gardais des ressources exprès. J'allais acheter des ressources qui coûtaient genre un Kamas, et en fait j'ai attendu peut-être 2 ans. Et après la grosse mise à jour, en fait l'item il en valait peut-être 10 000 à l'unité, et j'en avais acheté des millions. Donc en fait j'étais ultra riche sur le jeu, quoi. Pour en arriver à ton adolescence, est-ce que t'as un souvenir qui a joué un rôle vraiment important dans la personne que t'es devenue? Ouais, on va dire que en fait, j'ai un peu mal vécu la séparation de mes parents, et au final, je me suis vraiment renfermé. C'était vraiment, je voulais passer que du temps sur mon PC. Je voulais juste que jouer, mettre dans ma bulle, et voilà, quoi. Donc je jouais à Dofus, Counter-Strike, je passais mon temps dessus. Je voulais plus trop sortir de chez moi, et au final, ouais, au final, je me suis aperçu après avec le temps que j'avais loupé quand même pas mal de passages. Il y avait des soirées des fois avec des potes, j'y allais pas, voilà, je me privais pas mal. Et je pense que je me sentais aussi un peu genre, ok, j'ai fait que jouer. Au bout d'un moment, au bout de 3 4 années, tu te retournes et tu dis, ok, j'ai redoublé ma quatrième parce que justement, en fait, je foutais rien, j'avais pas envie de bosser en cours, etc. Et j'ai perdu cette année-là parce qu'en soi, j'ai rien appris de plus. Donc, j'ai perdu un an. Au final, quand mes potes, ils étaient en troisième, eux, ils sont passés au lycée. Moi, je me suis retrouvé tout seul dans le collège là où j'étais. Donc, va te refaire des potes, tu vois. Enfin, vraiment un passage un peu quand même compliqué du collège. Et non, franchement, après, je sais que voilà, je me suis un peu voulu quand même d'avoir passé autant de temps sur les jeux. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, faut se bouger. Faut essayer un peu de regarder des trucs qu'on peut faire sur Internet. Et c'est vrai que déjà à l'époque de Dofus, il y a ça un bon paquet d'années, j'avais déjà commencé à faire mes premiers montages vidéo pour la guilde. On avait une guilde sur Dofus. Et j'avais créé aussi un forum sur Forum Actif pour justement qu'on puisse interagir entre membres, etc., qu'on puisse échanger, se dire, tiens, toi, ce soir, tu dois aller faire ça, etc., vraiment se laisser des messages et travailler en tant qu'équipe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé un peu mon premier site web. J'ai créé un forum, en fait. C'était vraiment mon premier site, entre guillemets. Et ensuite, j'ai fait un peu de montage vidéo YouTube, et c'est là que j'ai commencé à prendre goût. Après, quand je suis passé sur Counter-Strike, on avait une équipe, donc faire un site avec l'équipe, mettre les résultats de nos matchs, etc. Et en fait, j'ai démarré tout bêtement par là, quoi, grâce un peu aux jeux vidéo. Et on avait besoin, voilà, de faire une équipe, de faire une team, et d'être fier, de mettre les résultats en ligne, etc. Et c'est comme ça que j'ai démarré un petit peu le monde du web, quoi. Et c'est marrant que tu nous rappelles ça, que le côté geek, parce que beaucoup de personnes plus jeunes, je pense, ils se rendent pas compte que, je sais pas, à notre époque, on est un peu tous de la même génération, d'être geek, c'était pas mal vu, mais c'était pas comme maintenant un peu à la mode, tu vois. Ouais, c'était même limite, ouais, c'était quand même Ouais, moi c'était de à la mon limite. époque. Enfin, moi je sais pas, là 92, je sais pas quel âge, Moi, je suis plus quelle vieux, année. j'ai 36, Ok, moi.
Ok, d'accord. Bah ouais, bah moi, enfin, pour moi, j'ai le ressenti que c'était vraiment, t'étais un peu, vas-y, sors de chez toi, qu'est-ce que tu fais sur ton Ouais, c'est PC, ça, quoi. oui. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, donc forcément, ouais, pour moi, c'était un petit peu mal vu. Maintenant, c'est sûr que bah, t'as tellement d'e-sport, ça passe à la télé, ça passe sur YouTube. Les jeunes gagnent beaucoup d'argent avec l'e-sport sur Fortnite, donc forcément, c'est un peu plus, Ouais, on c'est va dire, tendance presque limite, hein. Tout le ouais, monde c'est veut, ça, c'est mieux absorbé, quoi. tous les plus jeunes, ils veulent être youtubeurs un peu. Pas tous, C'est mais je ça, pense que 80% ils doivent répondre ça, je pense. c'est ça, exactement, ouais, exactement. Donc ouais, ouais, il y a ce côté un peu geek à l'époque, c'était pas trop bien perçu, quoi. Et est-ce que tu crois que ça t'a empêché de monter un business à côté? Ou Non, justement ça t'a non, au poussé? contraire, ça m'a apporté des qualités, de l'expérience et d'aller moi-même chercher en fait, parce qu'à l'époque, ben, il y a pas autant de, on n'avait pas autant de vidéos sur YouTube avec des tutos pour aller, bah, tiens, comment tu peux créer un forum, comment tu peux scinder les différentes parties pour les guildes, donner des droits, accéder des rôles. Maintenant, sur YouTube, tu as du contenu illimité, en fait. Tu n'as même plus besoin de suivre des formations dans des écoles ou autres. Tu as tout qui est disponible sur YouTube ou sur Reddit ou sur peu importe quel site. Tu as Google, maintenant, tu as ChatGPT, donc c'est encore mieux. Mais à l'époque, ouais, je pense que ça m'a sorti un peu de ma zone de confort à me dire, OK, ben maintenant, il faut que tu te bouges. Et apprends par toi-même. Bah, du coup, j'allais sur le forum et je cliquais à droite à gauche, je cherchais. Je pense que ça m'a bien aidé, ça m'a apporté de l'expérience. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu donné cette vision un petit peu business du coup, parce qu'après, bah, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec Internet, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote, mais vraiment l'anecdote de cette partie-là justement de l'enfance à l'adolescence? Franchement, une anecdote. Ou même une connerie, ou euh, toi, un truc, Ouais, une un souvenir bêtise. avec que t'as ouais, marquant, quoi. ouais, des souvenirs avec des potes. Bah après, j'étais pas le meneur, j'étais plutôt en retrait, j'étais plutôt influençable et je suivais les conneries des potes, quoi. Donc on partait dans des champs, ça volait des mobylettes, ça volait des légumes dans le champ du papy à côté. Enfin, ça faisait cramer des trucs dans des petites cabanes. Enfin, voilà, des conneries de Ouais, de gamins. gamin, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et après, bon, j'ai un peu lâché ce truc-là. C'était pas trop mon délire. Du coup, je me suis mis à retrait et j'ai bien fait parce que j'ai des potes qui se sont fait attraper par la gendarmerie. Donc, d'un côté, À j'étais force. cool, ouais, j'étais content de pas recevoir la gendarmerie chez moi et que mon père, voilà, je sois dehors de cette histoire-là. Bon, après, il y a eu des conneries un peu plus tard où on traînait avec des gens beaucoup plus âgés qui fumaient pas mal de drogue, etc. On mentait un peu à nos parents en disant qu'on était à tel coin alors qu'en fait, on n'y était pas. Et ça m'est arrivé une fois où justement mon père j'y ai menti, il m'a dit mais non non, tu es pas, je suis sur cette place-là, t'es pas là. Et en fait quand je suis arrivé, je me suis dépêché en courant et quand je suis arrivé, bah j'ai passé un très mauvais quart d'heure à la maison, quoi. Ouais, j'imagine. Tu Ouais, m'étonnes. c'est conneries de gamin, quoi, hein. De Mais toute oui, mais façon, je pense que tout le monde y passe un peu, hein. oui, oui, bah, de toute façon, oui, tout le monde y passe, t'as raison. Et pour en revenir du coup plus à ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir, tu nous parlais que à l'époque donc tu étais avec ta guilde et après qu'est-ce que Ouais. tu as fait? C'était à peu près t'avais quel âge à peu près pour resituer pour nos auditeurs? Je pense que j'avais entre 12 et 13 ans. 12 et 13 ans à l'époque où j'étais vraiment sur Dofus. En fait, j'ai eu mon premier PC à l'âge de 11 ans, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de PC, ça coûtait un peu trop cher, on avait une connexion Internet qui était dégueulasse, c'était du 56K, enfin, et du coup, je partais jouer en salle informatique et on payait 3 euros de l'heure. Et du coup, bah, on allait jouer un peu le week-end là-bas, et le week-end, on se faisait des tournois sur Counter-Strike avec des potes, on mettait tous 10 euros, du coup, ça payait un peu la partie informatique, on jouait pendant 3 heures l'après-midi. Et derrière, le mec de l'informatique nous faisait gagner des claviers, des souris, etc. Donc il y avait un côté challenge et déjà compétition qui s'était installé dès l'âge de 11 ans. Et je pense que ça aussi, ça m'a servi, ça m'a donné un petit peu la niaque, comme on dit, d'aller faire des compètes et d'essayer de gagner, etc., quoi. Ouais, justement, tu nous as parlé de ton enfance. Nous, on aimerait savoir, et ce qu'on aime toujours savoir avec les invités, c'est de comprendre un peu le cheminement de comment ils sont arrivés de quelqu'un, un être humain né, à justement quelqu'un d'entrepreneur. Et là, ce qu'on te demande, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est plutôt sur les études, ce que tu en as fait ou tu n'en as pas fait, Ouais, ce qui prouverait aussi, tu vois, que tu as été entrepreneur pour telle ou telle raison. ok. Bah déjà en études, c'est simple, j'ai fait un BEP vente, ensuite j'ai fait un bac commerce. Et après mon bac commerce, donc pendant déjà ces années d'études, je faisais pas mal de saisons. J'ai commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Je crois que j'ai fait vraiment tous les métiers possibles. J'ai travaillé je crois que j'ai fait toutes les grandes surfaces, les carrefours, tous les magasins. J'ai fait de la poissonnerie, du fruit et légumes, de la préparation de commandes chez les grossistes, nettoyage de piscine, boulangerie. J'ai ramassé des melons, j'ai planté des melons. Enfin, j'ai fait vraiment tous les tafs possibles, je crois, et vraiment physiques, qui m'ont bien dégoûté, qui m'ont dit finalement j'aimerais bien peut-être avoir un taf derrière un bureau ou essayer de travailler de l'ordinateur, quoi, tu vois. Et bah, au final, en soi, tous ces métiers-là, ouais, ça m'a un peu fait voir ce que c'était bah, le boulot, de travailler physiquement et aussi bah, du coup de développer un peu des idées, des améliorations, etc. qu'on pourrait apporter.
En parallèle aussi, du coup, je continuais tout ce qui était gaming et j'ai commencé à devenir du coup assez connu sur la scène française en faisant des compétitions, etc. J'ai eu une proposition de rejoindre une grosse équipe. De là, on a rejoint une grosse équipe, on a eu des contrats, on était payé 500 balles, je crois que c'était. J'avais peut-être 16 ans à cet âge-là, 16-17 ans, où j'étais payé 500 balles et en plus de ça, derrière, on avait les défraiements, donc les entrées en compétition qui étaient payées, les déplacements, l'hôtel, tout ça. Et ça m'a donné un petit peu un côté, ok, je vois que je peux limite vivre du gaming, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Entre-temps, Counter-Strike, ça faisait peut-être 14-15 ans que je joue au jeu. J'ai dit, bon, je laisse de côté. C'est de là que Fortnite est sorti. Et là, Fortnite, je me suis dit, bon, allez, on crée une chaîne YouTube. J'adore Fortnite, on fait des vidéos. Ça commence à bien prendre. Je m'amuse aussi un petit peu à fouiller dans les fichiers cachés de Fortnite pour prédire les nouvelles mises à jour qu'il va y avoir, ce qui va arriver sur le jeu. Je commence à tweeter. J'ai des sites comme Dexerto, etc., qui me retweetent, qui me font des articles sur moi. La chaîne commence à bien prendre. Je prends 2-3 000 abonnés. Et je fais des lives, ça marche, j'ai des dons, je fais du Twitch, du YouTube. Et derrière, au final, je vois que ça prend bien. Et puis je me dis, bon allez, go, on se lance sur la compétition Fortnite. Je veux devenir aussi un peu joueur compétiteur. Je fais des compètes à Montpellier, je joue contre Gotaga, Brox, etc. Puis au final, voilà, le gaming c'est bien, mais pour percer, il faut être vraiment très très chaud, il faut avoir des grosses opportunités. Je me dis, est-ce que je peux pas maintenant transférer ce côté joueur en côté coach, apporter mon expérience aux jeunes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer sur le jeu Fortnite, devenir pro, parce que c'est l'époque un peu de, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais de Ninja, l'influenceur sur YouTube très connu, des joueurs qui gagnent, voilà, petit joueur Bouga, 18 ans, il gagne la Coupe du Monde, la World Cup sur Fortnite, il prend 1 million de dollars, et là en fait il y a Fortnite qui explose, tous les jeunes veulent devenir pro. Et je me dis, mais comment est-ce que je pourrais aider justement et apporter mon expérience de gamer et de joueur qui a fait 23 compétitions sur Counter-Strike, une qualification de Coupe de France, machin. Donc j'ai quand même un peu d'expérience qui me permet de pouvoir apporter justement du coaching à des joueurs comme ça. Et je me dis, bon, ok, j'apporte ce côté coaching avec un ami à moi avec qui j'étais binôme sur Counter-Strike, avec qui on a joué pendant plus de 10 ans. On se connaissait par cœur. Et on dit, bon, ok, on passe coach Fortnite, on essaie d'amener des jeunes, de créer une assoce ou vraiment un club où on va entraîner des jeunes et les amener le plus haut possible. Donc on fait ça. De là, je crée aussi un outil parce qu'on se dit, ok, pour Fortnite, il faut peut-être pour le mode compétition pouvoir créer une carte où les joueurs pourraient dessiner leur trajet avec leur binôme et dire, tiens, on va aller là, on va prendre telle arme, on va Ouais, bien passer par sûr. telle maison, etc. Vraiment tout l'aspect compétition et technique, parce qu'il y a quand même, c'est pas juste de jouer à haut niveau professionnel. Il y a beaucoup de tactiques et de techniques à apporter justement dans cet aspect compétitif. Et donc en fait, on se met à créer un outil qui s'appelle Dronite. C'est une carte interactive de Fortnite où justement on peut dessus venir cliquer, dessiner, etc. son trajet, le partager à son ami. Et derrière, on commence à mettre des vidéos tutos de comment expliquer aux joueurs, etc. On crée ce site-là. On passe des nuits blanches entières dès qu'il y a une nouvelle mise à jour de Fortnite pour aller dans chacune des maisons, trouver chacun des coffres, chaque boîte de munitions, chaque arme, et à le noter sur la carte. Et en parallèle de ça, j'ai mon travail, donc je dors pas beaucoup. Et on continue à faire ça. On lance une assoce aussi. On crée un club qui s'appelle CYK, donc cyberathlète. Et de là, on fait des sélections. On prend une centaine de joueurs qui postulent chez nous. On en garde 10. Et on passe nos soirées en fait après le boulot à les entraîner, à monter vraiment ce club de Fortnite, à pousser les joueurs au maximum, à leur apprendre un peu, à leur partager l'expérience. C'est un peu compliqué parce qu'on a les parents derrière qui, bon allez, faut faire les devoirs. T'as une mauvaise note, tu joues pas. Donc du coup, on est obligé d'appeler les parents, de négocier avec eux, et de l'autre côté, gérer l'aspect humain sur les jeunes en leur expliquant, écoute, si tu veux jouer, sois cool, fais tes devoirs, va à l'école, bosse bien, et tes parents vont te laisser jouer, t'inquiète, on négocie. Et du coup, Ils avaient ça quel booste. âge excuse-moi, je te coupe, ils avaient Alors quel le âge, la plus jeune, moyenne à pas de peu près, souci. ouais. Le plus jeune avait 13 ans. Et c'était son père qui avait rejoint un peu notre club et qui justement l'épaulait et qui a apporté ça. J'ai trouvé ça cool parce que le père était vraiment, il soutenait son fils, mais de A à Z. Il l'a amené dans une école de gaming, il le suivait à chaque compétition. Enfin, c'était vraiment ouf. Et ça montait jusqu'à 17 ans. Et donc en fait, voilà, pas de personne majeure, pas de, voilà, t'es sous le contrôle des parents, donc t'as intérêt à bien te tenir, à faire les choses. Au final, donc on monte ce club-là, on a ces 10 joueurs-là, on les entraîne. Avec nos fonds propres, on n'arrive pas à trouver de sponsor. Juste, on a un sponsor de maillot qui nous fait un petit sigle, genre c'est un partenariat de Nike, qui nous fait des maillots, etc. grave stylés avec le sponsor Nike. On amène avec nos frais des jeunes justement en compétition à Colmar. On leur fait faire la compétition. C'est un duo. Et en fait, on a un des duos qui finit top 2 de Colmar, podium. On a plein de vidéos, etc. On a fait une chaîne YouTube, c'était hyper cool. Et on leur fait manger. Alors, on a essayé d'apporter cet esprit un peu sain, manger un peu, voilà, des salades,
du jus d'orange et pas de la Red Bull et des hamburgers et des frites parce qu'avec le pic de sucre, etc. Et en fait, on essaie vraiment d'apporter un côté e-sport, mais sain et pas vraiment le truc geek où on voit que le mec il est avec sa canne de coca et ses chips. Et ça marche bien, on a un podium top 2, etc. Entre-temps, voilà, les années passent, je crois qu'il s'écoule peut-être un an. Les joueurs Fortnite percent, il y en a qui partent de chez nous, qui signent des contrats dans des grosses structures. Là actuellement, ils sont chez Solari, il y en a qui sont partis dans des grosses structures qui sont très connues maintenant. Et au final, voilà, ça s'essouffle un peu, chacun a un peu son chemin. Mon pote, il arrête. Moi, j'ai plus le temps de gérer le site tout seul. Pareil, on n'avait pas forcément les connaissances, du coup, on s'était associé avec un développeur. Et puis entre-temps, on reçoit une proposition de rachat. On a Gfinity, un groupe londonien anglais qui est très connu dans l'e-sport et qui veut nous racheter le site pour 10 000 euros. Donc en fait, on vend le site pour 10 000 balles, sauf qu'on n'a jamais été rentable parce qu'on y a passé peut-être 4 ans dessus à maintenir, etc. Donc on se paye même pas, mais c'est juste la manière de dire, ok, le symbolique du bébé projet qu'on a créé, on le revend, on sait que c'est un gros groupe, ils vont le pousser loin. Et au final, ce site-là a été down, ils l'ont jamais relancé. Le chef de projet s'est barré de là-bas, c'est tombé à l'eau. Ah mince, Ah, ouais, donc dommage. Voilà un Ouais. petit peu pour expliquer un C'est peu. dommage. Ouais, c'est dommage. Mais d'autre côté, on avait un peu un site concurrent qui s'appelle maintenant Fortnite.gg, qui était à l'époque Loot Lake, et qui au final, eux ont percé et ils font des millions de visites chaque mois. Et ils ont poussé le site avec des features qu'on voulait mettre en place, etc. Et GG à eux, quoi. Du coup, ils ont fait un gros truc. C'est un gros site où il y a des millions de joueurs, ça aide les joueurs et voilà, quoi. Et voilà un petit peu le projet entre le côté gaming et le côté entrepreneur. Et en fait, voilà, j'ai démarré donc ce projet-là, j'ai revendu, on était 3 dessus. Et après, je me suis full focus sur mon agence web SEO et voilà. Tu parlais des parents. Ouais. Toi, tes parents, ils t'ont soutenu dans ton projet entrepreneurial? En fait, j'ai une famille côté paternel où c'est très entrepreneur. Mon père, il a commencé limite à vendre des casseroles sur les marchés. Mon Ok. grand-père posait des WC et il était menuisier aussi. Mon oncle était menuisier, donc chacun était un peu à son compte. Mais par contre, pendant les repas de famille, on n'en parlait pas forcément. J'étais trop jeune et j'ai pas forcément souvenir, mais ça parlait pas de boulot, quoi. Ça parlait, famille, les enfants, la vie quotidienne, mais pas forcément de boulot. Mais ouais, pas trop de rapport. Je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu m'apporter aussi le côté un peu famille, justement, qui partage un peu ça, genre les galères, hein, parce que mon grand-père, je sais qu'il a beaucoup galéré. Mais après, il était très connu, du coup, vu que j'étais dans un village où tout le monde se connaissait, forcément, le bouche-oreille, etc. Donc, je sais qu'il était très reconnu pour son travail. Et c'est vrai que ce côté-là, c'est dommage de pas avoir eu cette expérience en famille, de pouvoir le partager justement avec moi, quoi. Qu'est-ce qui a fait en gros que, comment dire, que vous n'avez pas continué dans le projet? Bah, c'est pas que vous n'avez pas continué, mais vous étiez lassé, c'était trop de boulot, vous avez passé trop de temps et Alors ouais, ça mettait longtemps à exploser. je pense que tu as un peu tout résumé. C'est que je pense qu'il y a vraiment le fait que ça prenait énormément de boulot parce que je sais pas si les gens imaginent, mais il faut aller sur un jeu Fortnite où la carte elle est gigantesque, où il y a des coins, des coffres cachés, des maisons, des boîtes de Plus les munitions. Enfin mises à vraiment, jour sans plus les cesse. mises à jour, la map changeait, je crois, de souvenir tous les 2 ou 3 mois. Donc en fait, t'étais bon reparti pour une nuit blanche entière, voire deux, et remettre le site à jour. Alors après, on aurait pu développer, se faire aider par la communauté, etc. Mais il aurait fallu aller vérifier ce que les joueurs avaient vraiment noté, si c'était bon ou pas. Donc on se disait, autant faire le taf nous-mêmes, tant pis, on en met 2, 3 jours. Mais en fait, à chaque fois, on se dépêchait, on faisait des nuits blanches exprès pour être les premiers. Parce que quand t'étais le premier, forcément, les gros sites médias de Fortnite et d'e-sport te relayaient en disant, vous voulez la carte à jour, allez sur ce site-là. Après, il y a le côté, ouais, mon pote avait plus trop le temps. Moi, c'était pareil. On avait un peu nos tafs à côté, un peu de lassitude, je pense aussi, parce que finalement, on y passait énormément de temps, beaucoup d'énergie, et en fait, on gagnait pas forcément notre vie en retour. Alors, c'est Ouais, pas bien de sûr. gagner sa vie avec un site, mais au moins de pouvoir se rentabiliser. Et on aurait voulu entre guillemets que le site nous rapporte assez d'argent pour qu'on puisse aussi continuer notre équipe un peu e-sport, parce qu'on avait créé une association. On voulait vraiment créer une grosse équipe, fournir des gros moyens, essayer de faire des bootcamps d'une semaine, prendre les joueurs avec nous, etc. Enfin, vraiment, on avait des très gros projets. Et au final, ça a pas vu, voilà, le jour. On s'est un peu lassé. Puis entre temps, voilà, on a eu la proposition de rachat Ouais, bien qui est sûr. arrivée. Donc, voilà, chacun a pris sa décision. On a voté ensemble et ça s'est arrêté comme ça, quoi. En plus, vous travailliez chacun de votre côté, c'est ça, à cette époque? C'est ça, exactement. Donc en fait, tu faisais ça le soir, une fois que tu avais mangé, douché, tu rattaquais, et c'était, je te dis, jusqu'à 4, 5 heures du matin, et tu rattaquais après, tu renchaînais ton taf à 6 heures du mat, tu partais bosser, et en fait, tu dormais même pas des fois, enfin les 2 premières nuits, on dormait pas, quoi. On faisait quasiment 2 nuits blanches, et au final, voilà, t'avais pas forcément de retour. Alors après, ouais, on aurait pu mettre un abonnement payant, genre en mode 5 $ par mois, tu vois, pour les joueurs, mais on voulait pas faire payer des joueurs qui sont même pas majeurs et qui ont peut-être pas de thune, pas d'argent de poche pour payer justement un truc qui ça avait pas de sens en fait pour nous.
Ouais, Donc je comprends. on avait laissé ça de côté, on a fait un mode full gratuit, on voulait juste mettre des bannières publicitaires et ça nous a rapporté peut-être aller 100, 120 euros par mois quoi. Donc Ok, je t'avais pas de comprends. quoi clairement pouvoir payer et essayer d'ajouter des features. On avait un dev, fallait aussi payer le dev. Donc il nous avait dit bah écoutez les gars, on trouve un arrangement, on fait ça gratuitement. Enfin je vous dev le truc gratuitement et le jour où on revend le projet, on divise par 3 et basta quoi. Donc ça aussi on avait eu la bonne idée de s'associer justement avec un pote à moi qui est un très 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 bon dev et justement qui nous a fait ça gratuitement, on s'est arrangé comme ça et chacun y a trouvé un peu son compte, même si lui il a été perdant dans l'histoire parce qu'il a fait vraiment un gros projet. Mais voilà, toujours un peu essayer de s'associer pour lancer des projets, voir ce que ça donne. Et ça, c'est le conseil aussi que j'aurais à donner, c'est ça, c'est que si vous n'avez pas forcément l'expérience et les capacités de développer, essayez de trouver une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance et travailler avec lui, quoi. Ouais, t'as raison de le rappeler. Et avant de passer à la prochaine question d'Antoine, j'avais une question sur le côté gaming. C'est en gros pour toi, qu'est-ce qui fait comment dire, qu'il y a certains joueurs qui vont être meilleurs que d'autres? Est-ce que c'est un peu une partie d'inné ou c'est vraiment qu'il y a des gens, ils se butent au jeu et juste ils sont plus, ouais, ils s'entraînent plus, quoi. Ouais. Franchement, c'est une très bonne question, mais je pense qu'il y a une partie dîner quand même. Certes, en fait, tu verras, tu auras toujours des joueurs comme ça qui vont avoir. Je pense que c'est aussi une question peut-être de timing parce que t'as beau t'entraîner, il y a des mecs qui sont entraînés toute leur vie et qui vont jamais progresser, qui vont jamais être au meilleur niveau possible. Alors, est-ce que c'est justement peut-être un mauvais entraînement, une manière de, ouais, peut-être qu'ils procèdent mal dans leur entraînement, je sais pas. Mais après, t'as quand même des joueurs innés, tu vois. Souvent, t'as des joueurs sur Counter-Strike, t'as Ziwo, le français qui est ultra connu. Sur Fortnite, t'as Booga. Mais après, c'est des joueurs qui vont pas forcément être stables. Mais par contre, qui vont faire un très gros pic d'un coup, qui vont exploser. Et en fait, je pense qu'il y a, pour moi, le gaming, clairement, c'est 90%, c'est que du mental. C'est ta confiance. Si tu as confiance, tu es capable, enfin, si tu es vraiment en confiance, après, tu as l'excès de trop de confiance aussi. Mais si tu es vraiment en confiance en disant, OK, j'ai des bases solides, je suis fort, je sais faire ci, je sais faire ça, et que tant pis, bah, je me suis fait tuer, j'ai mal fait ça, je vais réapprendre, je vais me poser des questions. Je pense qu'il y a aussi énormément de joueurs qui savent pas se remettre en question sur, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait? Nous, on l'a vu avec des jeunes, ils se prenaient la tête des fois, ouais, tu vas pas cover, je me suis fait tuer à cause de toi. Non, les gars, c'est pas comme ça qu'il faut regarder, analyser la vidéo, comprenez ce qui s'est passé. Chacun vous parlez, vous dites pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et essayez de trouver une solution à ce que ça se reproduise plus. Et justement, tu as des joueurs qui sont pas capables de le faire, ça. Je pense que voilà, c'est de l'expérience de jeu, c'est de la maturité aussi, de pouvoir accepter que bah, tu as fait une erreur et que c'est à cause de toi que tu as perdu, en fait. Ça, c'est très compliqué aussi dans le côté gaming. L'ego, c'est dur de le mettre de côté, quoi. L'automatisation, du coup, tu voulais nous montrer quelque chose. Est-ce que tu veux nous le montrer Ouais, bien maintenant sûr, ou... si vous voulez, je peux partager mon écran, ouais. Ouais, donc là, on vous partage l'écran exprès, justement. Comme ça, Nicolas, il va pouvoir vous montrer un petit peu le processus de comment il travaille. Ouais, bah là en fait c'est bah, un petit truc exclu voilà que j'ai réservé pour vous et qui va sortir là prochainement. En fait, ma question c'est ce que j'essaie de démocratiser à travers l'automatisation avec Make, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont payer des outils avec des abonnements mensuels pour des choses qu'on peut faire facilement avec Make et des fois même gratuitement. Là typiquement ce use case du coup, c'est j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube et j'ai des abonnés tous les jours. Et je veux suivre en fait mes abonnés. Donc il y a des logiciels bien sûr, des applications qui existent, des SaaS. On va payer un abonnement 15-20 euros, on va connecter ses comptes et ça va nous faire un graphique et nous suivre justement le nombre d'abonnés qu'on gagne tous les jours. Là, le but concrètement, c'est qu'avec Make, ici, donc je fais appel à une API externe pour récupérer donc mes abonnés sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et je mets ça dans une base de données Airtable. Et Airtable, en fait, ça se configure comme ça. Donc ici, tous les jours, j'ai ma date avec mon nombre de followers, le nombre de connexions, etc. Instagram, TikTok, etc. Et derrière, sur Airtable, je peux venir créer un graphique comme ça, où ici, bah, j'ai toute ma base de données qui est remplie dynamiquement, donc avec les précédentes données qu'on a vues dans le tableau. Et ici, ça me permet d'avoir, bah, par exemple, ici, le nombre total de likes sur LinkedIn que j'ai, le nombre total de vues, le nombre total de vidéos que j'ai postées. Donc là, on voit qu'il y a 46 vidéos. Et ainsi de suite, de pouvoir voilà, faire défiler comme ça, bah, je sais que de tel jour à tel jour, j'ai bien gagné. Si par exemple j'ai publié une vidéo et qu'elle a fait un gros buzz, bah, on va avoir un pic justement sur ce tableau-là et ça va nous permettre d'identifier justement quelle vidéo a le plus marché et pourquoi j'ai gagné énormément d'abonnés. Donc là, c'est un graphique comme ça, mais après, on peut ajouter d'autres types de graphiques, justement en barre ou avec des points ou en forme de carte un peu avec les dates où on peut voir justement les données jour par jour. Donc voilà, c'est une petite automatisation classique. Je passe par des API externes qui sont gratuites. On a un forfait de 50 requêtes gratuites par mois. Vu qu'on a que 31 jours des fois dans un mois, bah, au final, on fait 31 appels, 31 requêtes API.
Donc, ça nous permet d'avoir ça gratuitement et d'éviter de passer par des logiciels justement ou des applications et de payer du 15 ou 20 euros par mois. Donc voilà, c'est un petit extrait comme ça, mais il y a énormément d'automatisation qu'on peut faire et on peut gagner énormément d'argent sur les abonnements mensuels, quoi. Excellent. Et en plus, c'est vrai que Make, ça va, c'est pas, moi je m'en suis déjà servi, c'est plutôt simple quand même. Quand t'as compris le principe. Après, il y a, si tu fais des, comment dire, des automatisations compliquées, il y a quand même faut se former aussi, mais sur des choses comme ça, je pense que c'est quand même pas non plus Ouais, bien compliqué sûr. à Ben, faire. en soi, ce qui est cool, comme tu dis, c'est que c'est quand même assez intuitif. Tu peux venir cliquer ici. Tu as plus de 2029 applications disponibles. Tu as du Shopify, du WooCommerce. Donc, tu peux automatiser ton e-commerce, clairement, venir créer des commandes automatiques. Enfin, tu peux cliquer dessus. Tu as ton module. Par exemple, ici, tu veux regarder les commandes qui sont tombées. Bah, tu viens cliquer. Tu le drag and drop. Donc, du glisser-déposer. En fait, tu peux venir déconnecter tes éléments, venir les reconnecter entre eux. Et en fait, bah, tu as ton chemin de données qui passent. Donc tes données de Shopify vont partir ici et ainsi de suite. Et en fait, tu peux développer des scénarios qui sont vraiment très costauds. Et typiquement, bah là, je le montre en rapide aussi, mais il y a pas mal de gens qui des fois vont utiliser des logiciels comme Phantom Buster pour aller scraper de la donnée sur LinkedIn. Bah typiquement, moi je me le suis fait vraiment en mode maison. Donc là, c'est un scénario un peu plus poussé. Mais ça, typiquement, bah, ce que je fais, c'est que je remplis un formulaire, je mets la personne que je veux récupérer, son profil LinkedIn, et de là, en fait, ça me déclenche l'automatisation. Et derrière, ça me permet de récupérer, justement, dans un dossier, tous les likes LinkedIn d'une personne. Ou alors, ça me permet aussi, j'ai une autre automatisation qui est dans le même cas, mais d'aller récupérer les posts, donc les publications d'une personne sur LinkedIn. Et du coup, ça me permet de savoir, bah, tiens, cette personne-là, elle est dans mon secteur, elle est assez réputée, elle a parlé de telle chose, elle a fait beaucoup de vues. Est-ce que je peux pas m'en réinspirer pour créer moi-même du contenu ou pour aller au contraire peut-être démarcher une entreprise? J'ai vu qu'elle parlait de tel sujet, peut-être que je pourrais aller la démarcher. Justement, j'ai accès à son post, je vois ce qu'elle a mis, ça a bien plu. Je peux récupérer aussi les gens qui ont liké la publication parce que c'est peut-être des gens intéressés par un produit. Donc je peux après derrière aller les recontacter. En fait, voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut venir greffer dans Make. C'est ça qui est vraiment cool. Et justement, d'éviter d'aller payer des outils comme Phantom Buster à 69 euros par mois. Alors que là, ça me coûte peut-être 15 dollars ou 20 dollars par mois pour pouvoir mettre ce genre de choses en place, quoi. Ok, ouais, ça vaut le coup. Clairement. Et puis tu gagnes beaucoup de temps. Ça t'évite d'attendre un petit peu, voilà, d'attendre après les logiciels que ça soit terminé. Là, tu as la donnée qui arrive directement dans un fichier Google Sheet et où tu peux venir filtrer directement toutes les informations. Je vais vous montrer pour vraiment le cas concret. Voilà, là typiquement, ici, c'est un tableau comme ça qu'on reçoit. Et bon, là, c'est une personne du coup qui, je crois, qui peut-être partage des posts en anglais. Mais ici, on voit sa publication. On peut l'ouvrir et apercevoir la publication en entière. On a le lien de la publication, la date, le nombre de likes, praise, etc. Donc des réactions, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Et on peut récupérer aussi l'image du post. On peut venir cliquer sur l'image et ça nous renvoie directement sur le post LinkedIn. Et donc ça, on peut venir filtrer après derrière. Hop, de Z à A. Ah ben tiens, on voit que cette publication-là, elle a eu 23 partages et 5 commentaires. Je vais aller voir de quoi la personne a parlé. Hop, ok, bah, je vois qu'elle a parlé de 2 personnes, etc. Tiens, bah, je peux m'en resservir peut-être pour parler moi de mon côté et essayer d'obtenir du reach sur LinkedIn, quoi. Ouais, merci à toi, Avec Nicolas, pour ce plaisir. partage. Je pense que ça fera sûrement plaisir à plusieurs personnes qui nous regardent. Ouais, mais Enfin, j'espère franchement, en tout cas. hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut, parce que on parle toujours que quand on est entrepreneur, on manque de temps. Et je pense que ça, c'est un peu le grand problème de chaque entrepreneur, c'est qu'on manque énormément de temps. Une journée de 24 heures, c'est pas assez. Et moi, c'est clairement le constat que j'ai eu par rapport à quand j'avais mon agence web. C'est que je voulais acquérir beaucoup plus de clients, pouvoir quitter mon CDI et me concentrer uniquement sur mon entreprise à 100%. Et je me suis dit, bah, comment est-ce que je pourrais justement essayer de gratter du temps sur certains clients, d'automatiser de la rédaction de fiches produits, de la rédaction d'articles de blog, etc. Et c'est là que j'ai découvert Make et que j'ai automatisé après avec ChatGPT, etc. Et ça m'a permis de dégager du temps, d'avoir plus de clients et d'apprendre et de me former encore plus et d'aller encore plus vite. Et au final, voilà, maintenant je sais que j'ai beaucoup de scénarios sur Make qui tournent au quotidien et qui me facilitent la vie, quoi. Ce qui est cool sur Make, c'est un aspect communautaire où tu peux justement venir mettre des upvotes. En fait, tu proposes quelque chose et si la communauté elle a envie de l'avoir, elle fait des upvotes. Au fonction de ça, Make va le voir. Make va contacter l'entreprise et dire filez-nous un accès API, on va rajouter la connexion. Et là, c'est prévu. Donc TikTok devrait arriver bientôt sur Make. Et en soi, ouais, après, tu peux tout faire sur Make. Tu peux envoyer sur du YouTube. Tu peux même scraper, récupérer des vidéos YouTube ou Insta si tu as envie de les stocker dans un Google Drive ou quoi. Donc tu peux faire énormément de choses. Ouais. On va parler un petit peu de tes objectifs à court terme ou à long terme, mais Ouais. t'en as?
Bah, en vrai, mes objectifs, en soi, tout le monde dit oui. Enfin, je vois beaucoup en ce moment de posts qui parlent de ouais, les principaux objectifs d'une vie, c'est d'avoir sa maison, d'avoir son enfant, d'avoir sa femme, blabla. Ouais, en soi, moi, c'était mes objectifs. Je les ai réalisés. Voilà, j'ai ma femme, ça fait bientôt 10 ans. J'ai construit ma maison il y a 2 ans. J'ai ma fille qui a 1 an et demi. Je suis dans un taf où ça me passionne, clairement. J'aide des gens au quotidien, à leur faire gagner du temps, etc. Donc, en soi, mes objectifs, ouais, ils sont réalisés. Je suis content. Après, c'est sûr qu'il y a les objectifs, voilà, personnels, et il y a les objectifs aussi peut-être financiers. Moi, clairement, ouais, c'est sûr que si je pouvais clairement gagner ma vie et vraiment bien ma vie avec ça, bah après derrière, ça me permettrait de faire des investissements à droite à gauche. J'ai déjà quelques idées, etc. Donc, en soi, en termes d'objectifs, ouais, objectifs long terme. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser cet outil Make qui est vraiment abordable à tout le monde et que ben, arrêtez de payer des abonnements mensuels alors que vous pouvez le faire vous-même. C'est vraiment mon but là de cette année, c'est de faire des vidéos sur YouTube et balancer justement du contenu, montrer que c'est possible de le mettre en place, que ça peut remplacer énormément de logiciels que les gens utilisent, et essayer en soi de créer le plus gros coffre d'automatisation. C'est un peu mon principe aussi, c'est que là actuellement, je crée des automatisations comme là je vous ai montré pour extraire les likes sur LinkedIn. Typiquement, une personne elle a envie de le faire, elle s'y connaît pas forcément sur Make, elle vient sur mon site, elle clique dessus, elle achète le template, elle intègre et c'est fini. Et au moins, elle n'a pas ce problème de dire, OK, comment je peux automatiser? Je vais faire un devis pour une prestation qui va me coûter un bras. Non, tu viens, t'achètes le template, tu le mets en place. Après, si tu as besoin forcément d'accompagnement, il y a toujours un moyen de le faire. Mais le but, c'est ça, c'est que je veux vraiment démocratiser. Ça, c'est mon objectif de cette année. J'ai un mur entier avec un plan de vidéo en tête. Je vais essayer de faire beaucoup d'outils. Mais c'est un peu mon objectif de cette année. Après, objectif long terme, ouais, en soi, ouais, j'en ai pas forcément en fait. J'ai un peu envie de te dire, je vis au jour le jour, quoi. Voilà, je profite. Et t'as bien raison. C'est ça. Je me prends pas trop la tête parce que la santé mentale c'est quand même important. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui font des burn-out. Je suis un peu passé par là une période aussi. Le fait de gérer 2 tafs en même temps. Donc j'essaie maintenant de lever un peu le pied, quoi. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, le fait d'avoir justement un taf, comment on appelle ça, Un comme taf. un peu Ouais, c'est alimentaire, ça. Bah, j'avais un taf, ouais. et à côté de développer, ouais, Bah, t'as un taf qui est très physique pas parce que le évident. froid, en fait, ça te consomme énormément d'énergie. Donc, moins 25 degrés, ça va, c'est supportable parce que t'as les vestes, t'es bien habillé. Par contre, moins 60 degrés, c'est quand même autre chose. Au cas où c'est là qui se pose la question, pourquoi moins 60? C'était dans une entreprise qui travaille avec du poisson, qui fait du thon rouge, qui fait de l'espadon, tout ça. Et donc, forcément, bah, il y a besoin d'avoir une congélation extrême pour tuer toutes les bactéries. Et le thon rouge, ça vaut très, très cher. Donc, forcément, c'était congelé à moins 60 degrés. Donc, voilà. Donc, c'est voilà, ta physique le matin de 6 h à 14 h et l'après-midi de rentrer chez toi et de renchaîner jusqu'au soir ou un travail où c'est plus intellect. Du coup, tu es cassé physiquement, tu essaies de te concentrer sur l'ordi. Donc c'était un peu complexe. J'ai fait ça pendant quasiment 5 ans, si je dis pas de conneries, ouais, 4-5 Ok. ans. Donc ça a été très très long. Mais après, ouais, voilà, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, des clients très satisfaits qui m'ont recontacté encore récemment. Donc c'est que du positif, on va dire, quoi. Mais ça a été quand même une grosse période compliquée. Ouais, j'imagine. Ouais, je veux bien te Ouais. croire. Ah ouais. Et pour en revenir à YouTube, tu nous as parlé avant t'avais une chaîne gaming, tu l'as toujours ou peut-être tu l'as gardée à côté comme Alors ça pour le justement, kiff? alors en fait, je voulais la garder. J'avais mis des vidéos en non répertoriées. Au final, je savais pas récemment, vu que je voulais reprendre justement ma chaîne YouTube sur les vidéos d'automatisation avec Make. Je me suis dit, est-ce que je crée une nouvelle chaîne pour l'algorithme, pour que ça comprenne que la chaîne est neuve, ou est-ce qu'au contraire, je garde cette chaîne de gaming? Et tout le monde m'a répondu de garder la chaîne actuelle parce que l'algo YouTube, il faisait pas forcément confiance aux nouvelles chaînes YouTube. Donc en fait, ma chaîne actuelle YouTube sur l'automatisation, c'est ma chaîne gaming anciennement, où j'ai encore des vidéos non répertoriées, où j'ai mes vidéos de Fortnite, etc. Donc ça me fait des souvenirs. J'ai pas mal de vidéos aussi avec mon frère, où on a fait des lives avec plein de conneries et j'ai encore gardé ces vidéos en souvenir là au cas où. On se les remate de temps en temps, donc c'est cool. Ouais. De toute façon, c'est assez facile à voir. Moi, j'aurais eu peur, toi, qu'elle thématise trop la chaîne dans le gaming. Mais je sais pas si tu as déjà été voir quand tu vas dans les stats de ta chaîne et tu vas par Ouais. exemple sur une vidéo, tu peux voir qu'est-ce que tu as comme vidéo qui t'est proposée pour les personnes qui vont regarder comment dire, la vidéo en Ok. question. Donc, du coup, là, Je je t'avoue pense que que j'ai pas fait attention à ça. tu pourras peut-être aller voir et je pense que tu verras si du coup il propose à côté, je sais pas, une vidéo de gaming. Bah, je pense que YouTube il pense que ta chaîne c'est encore une vidéo de gaming, que s'il te propose des Ouais. trucs un peu business, monnaie, genre entrepreneuriat, automatisation, du coup il aura compris que moi tu pourras voir vraiment si ça a bien fait le switch. Ouais, carrément. Bah, je regarderai. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Je t'avoue que
Entre les développements des projets clients et à côté la chaîne YouTube, je poste, mais je regarde pas les nombres d'abonnés, les vues, etc. Je poste parce que j'ai envie de partager, mais je suis pas là à regarder les vues, faire monétiser la chaîne, etc. C'est Oui, pas mais mon but c'est même premier, pas pour quoi. le côté monétisé, mais c'est vrai que si ils t'ont gardé dans la thématique Ah oui, gaming, non, mais c'est c'est dommage. sûr, c'est Mais on sûr, pourra clairement. regarder en off, juste je te montrerai où Ouais, c'est un truc, parce que c'est un peu le bordel, le côté ouais, YouTube avec toutes les j'imagine, ouais, stats et côté tout. YouTube, carrément. Non, mais avec plaisir, ouais. Justement, on parle de YouTube, t'as des chaînes, toi, qui t'ont inspiré ou que tu regardes même au quotidien? Ouais, j'ai pas mal de chaînes, mais c'est surtout aux US. Aux Ok. US, il y a beaucoup. En fait, c'est des fois je regrette de pas être là-bas et de pas savoir vraiment parler anglais correctement parce que le business là-bas, enfin ils ont vraiment 10 ans d'avance sur nous, on est à la ramasse totale et quand je vois ce que les mecs font là-bas, qu'ils arrivent à créer des audiences et ensuite les transformer en communauté et que les mecs bah toute la journée ils s'entraident etc, ils se crachent pas dessus, ils sont là à se booster, ça a vraiment rien à voir avec la France. Après ouais j'ai des chaînes YouTube sur bah, j'ai sur Make principalement, j'ai Stephen J Pop qui est très très chaud. J'ai Jack Roberts, enfin j'ai toute une liste en fait. Ce qui est cool aussi avec Make, c'est que j'ai automatisé justement ma veille un peu de chaîne YouTube. Je me suis enregistré ça dans une base de données, tous les YouTubeurs que je suis. Et en fait, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, elle est automatiquement stockée dans ma base. Et bah, si je veux, je pourrais même mettre un mail, mais j'ai pas envie de me faire spammer. Mais en gros, je garde ça dans ma base et demain, bah, si je recherche ou j'ai loupé une vidéo, je vais dans cette base, je sais quelle vidéo j'ai vue ou pas. Et ça me permet d'aller regarder la vidéo, de pas louper, d'être à jour, etc. sur certains trucs sur certains aspects un peu techno pointilleux, on va dire. Donc c'est cool. Après ouais, je regarde pas mal de YouTube français, mais beaucoup plus US quand même. Ok. Non, bah, c'est noté les deux chaînes, moi j'irai voir par curiosité. Mais merci en tout Ouais, cas. carrément. Bah, je te les enverrai ouais, bah, avec plaisir. Et est-ce que tu lis? Déjà, première question. Alors j'ai eu une période où justement la lecture, je me suis dit bon, faut que je m'y remette. Alors je vais vous dire les livres que j'ai finis. En fait, il y en a pas beaucoup parce que j'en ai acheté beaucoup, mais forcément. Alors j'ai celui-ci qui est hop, Grandeur et misère des stars du net. Donc avec Marc Simoncini, qui est un entrepreneur très connu, vraiment très sympa. Dedans, ça parle de Xavier Niel, etc. Franchement, très cool. J'ai Ouais, fondateur de, de enfin, Free, ancien fondateur de c'est Free. ça. Ouais. Donc milliardaire, un mec qui est passé. Et de Mythique aussi, de Simoncini, non? Simoncini, ouais, c'est mythique. Et Ouais. Free, c'est ouais, Xavier Niel, ouais. Bah, de toute façon, t'as Ouais, aussi, c'est vrai. je sais pas si vous voyez sur la couverture, t'as Se Loger aussi. Ah oui, ok. T'as Mythique, t'as Price Minister, venteprivée.com. Donc il y a vraiment des gros sites. Franchement, le livre il fait quoi allez, 250 pages. Et franchement, c'est vraiment top. On apprend pas mal de choses. C'est très sympa comme livre. Et bah, quand tu connais un petit peu le personnage de Xavier Niel, quand tu vois un peu toutes les galères qu'il a eues, etc. Et quand tu vois que maintenant c'est un mec milliardaire mais qui est détesté et tout, voilà, il y a des questions à se poser, mais c'est cool. C'est un très très bon livre que je conseille. Après, là, j'ai lu récemment, mais je l'ai pas encore terminé, le livre de Anthony Bourbon. Ah ouais, il est Forcément, top, je voilà. l'ai lu moi. J'ai Je trop kiffé. regarde qui va être mon associé à chaque fois, chaque année. Donc, c'est un mec, on peut pas passer à côté, même si on l'aime ou on l'aime pas, il fait quand même du bruit et voilà. Bon, celui-là, forcément, je pense que tout le monde le connaît. Ouais, ouais. Classique. Voilà, Ouais. classique. Après, j'ai acheté celui d'Elon Musk aussi, mais je l'ai pas encore terminé. C'est quand même Ah oui, moi, je l'ai pas ouais, terminé c'est non quand plus. même un bon pavé, mais très très surpris du personnage. L'histoire du journaliste qui le harcèle pour l'interviewer et qui au final y arrive et qui décrit un petit peu, je vais pas spoil, mais qui décrit comment la façon dont il mange, etc. ultra vite et tout au resto. Enfin, vraiment ouf de découvrir cette personne-là. Après Steve Jobs, pareil, j'ai pas encore terminé, mais je pense que ça peut être pas mal. Et voilà, en gros, les livres un peu entrepreneurs entre guillemets business qui sont de côté, quoi. Putain, tu sais que Steve Jobs, là, je l'ai jamais fini. J'étais à peu près à la moitié. Ben moi aussi, je crois que je suis là. Mais en fait, je crois que j'aimais pas parce que je ressentais énormément, tu sais, un peu le côté hautain qu'il avait à une période. Et ça m'a bloqué, tu vois, Ouais. dans le livre. Il y a des livres comme ça, pareil, Vraiment. j'arrive pas à terminer. Père riche, Père pauvre, je l'ai pas fini non plus, j'ai pas eu le temps. Et Ouais. Steve Jobs, c'est pareil, faudrait que je reprenne. Même Elon Musk, en vrai, tu sais, des fois, ça te fait du bien niveau mindset et tout, de vraiment te remettre un peu à zéro et de voir plein de choses, quoi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Elon Musk, je l'ai même pas fini parce que après, ça partait beaucoup Ouais, sur c'est l'espace. ça, c'est ça. On parle beaucoup des SpaceX, donc forcément. Forcément, ouais. Mais ouais, le début, ça m'a bien fait marrer. Ouais, clairement, franchement, c'est fou de voir un peu le personnage décrit comme ça dans un livre, alors que tu le vois à travers des vidéos où il est en mode tranquille, quoi. Après, c'est vrai qu'avec les livres, faut toujours trouver le temps.
C'est chaud, hein. de les lire, de les finir. Mais je pense que Même un 250 pages. c'est la discipline en soi. Je pense qu'il faut se fixer un truc. Ok, bah, je lis 10 pages le matin. Ça va te prendre peut-être aller 5 minutes et 10 pages le soir. Et tu sais qu'en fait, si tu arrives à avoir cette discipline de faire ça tous les jours, bah, ton livre, tu vas le torcher. Mais c'est sûr que franchement, moi, j'ai du mal. Je sais pas si vous connaissez, mais là, je me suis pris un petit abonnement. Franchement, c'est pas très cher. C'est 7 € par mois. Kindle? Ça s'appelle Ah, Cooper. Ah non. Ah, non, je... Kindle, en fait, à la base, j'avais pris Audible de Ah, Amazon. ouais. Donc là, en fait, écouter les livres en audio. audio, bah, dans toute la durée. Pareil, ça prenait du temps. J'avais pas forcément le temps si je prends pas tout le temps la voiture. Et là, en fait, Cooper, ça te résume les livres en 20 C'est minutes. vrai, j'en ai même. entendu parler. Ouais, moi aussi, C'est j'avais hyper dû en intéressant. entendre parler Du coup, il aussi. y a plein de sujets. Et voilà. Donc là, pour l'instant, je me suis lancé là-dedans un petit peu. J'essaie de prendre du Ok. temps. Et est-ce que tu perds pas ça te dénature pas un peu le livre justement? Est-ce que je sais pas. Ah, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai pas trop le temps de lire des livres. Mais il y a des fois, il y a des résumés, ça me donne envie d'acheter le livre pour le lire Ok. en entier. Ouais, en vrai, c'est cool, hein. Mais c'est sûr que ça reste un résumé et t'auras pas toute la version Ouais, du c'est livre sûr. forcément. Mais ça peut donner envie et te redonner même un peu d'envie quand le mindset il est un peu Ouais, plus de bas. et relire. tout. Ouais. Non, mais c'est Ouais, je pense que ça vaut pas le livre si tu le lis en entier, mais si t'as moins de temps, c'est Ouais. toujours mieux que pas lire du tout, tu vois, je pense. clairement. Ouais, c'est ça, on va dire. Ça remplace en attendant la Ouais, lecture. mais carrément. Faut avoir du temps, mais je pense que voilà, c'est une discipline, faut prendre le temps de toute façon. Ça fait du bien, comme je te disais, ça fait un petit reset mindset des fois. C'est pas mal. Je pense Yes. qu'il Ouais, mais t'as faudrait s'imposer justement tous les jours ou aller tous les 2 jours de lire quelques pages, quoi. Ah, c'est clair. Faut que je me le remette, ça. Ça va être une tâche à faire cette année. La même. Ah, puis moi, je sais pas vous, mais d'écouter un livre audio ou même écouter, moi, je peux pas en fait. Bon, après, je fais pas mal. Plus sur le montage vidéo, c'est compliqué d'avoir du son à côté. Mais même si je dois faire d'autres tâches ou plus administratives, j'ai du mal à écouter quelque chose et d'être concentré. Ouais. Bah, C'est. Vas-y, Mehdi. J'allais dire, ouais, j'allais dire qu'en gros, ça dépend. Je trouve les podcasts, j'arrive bien à le faire, mais les livres, je trouve, si c'est un peu un truc technique ou des fois il y a des passages, je perds un peu le fil, Ouais. j'ai plus envie d'écouter quand je suis un peu comme toi, Antoine. Ouais, clairement. Je suis un peu pareil aussi. Quand je vois que je sors un peu, j'essaie d'avancer, d'aller trouver un passage un peu plus cool. Mais je pense je sais pas vous, hein, mais on est un peu drogué aussi à notre téléphone, on est sur les réseaux et je pense qu'on perd de l'attention et on est vite fatigué, beaucoup moins patient, je pense, sur certains trucs. Et du coup, on a peut-être du mal aussi à être vraiment full focus. Ça, moi, je sais que je m'en rends compte et que j'essaie d'éviter maintenant le téléphone le plus possible. Parce que c'est vrai que des fois, on prend le téléphone, on revient sur un truc. Alors attends, j'étais où? Et il faut 15 minutes pour se remettre dans le bain. Ouais, si, je pense que t'as Ouais, bien c'est résumé. vrai. Et quand tu lis, je pense que bah, du coup, soit tu lis ou tu lis pas. C'est pas comme si t'écoutes, tu peux penser à autre chose ou faire un autre truc. Quand tu lis, bah, t'es vraiment focus dessus, quoi. Juste avant de laisser la parole à Mehdi pour le défi, on va tenter de vous faire gagner 100 €. C'est simple, il suffit de mettre le chiffre 100 en commentaire pour pouvoir tenter de gagner 100 € et quelqu'un sera tiré au sort, par hasard bien sûr, dans quelques semaines. On va passer au petit jeu qu'on a l'habitude de faire. Donc, Yes. imagine que t'as 100 € de budget. Ouais. Et t'as pas les compétences que t'as actuellement, donc ce que t'as fait dans ta vie. Et t'as Ouais. 6 mois de marge et tu peux pas te resservir de tes compétences pour lancer quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Franchement, j'avoue que j'ai pas préparé du tout cette question. T'as 6 mois, loyer et nourriture t'as de l'argent pour J'ai vivre, 100 quoi. balles pour démarrer. 100 balles et pareil, tu peux faire, si tu veux faire un taf alimentaire, on va dire pendant, je sais pas, 2 mois, bah tu peux, quoi, pour avoir un plus gros budget pour lancer quelque chose. Ok. Est-ce que je peux travailler en même temps à côté, justement, sur un taf Ouais. en ligne Ouais, ok. Oui, oui. En vrai, ouais, je pense que je fais un taf. Après, je peux partir dans n'importe quel domaine ou genre plus site web ou Oui, autre. mais Non, ce que tu veux, Oui, mais sauf, ouais, sans pour reprendre. sauf ton Ouais. Sauf l'expertise. Ouais. Bah, en soi, je pense que à l'heure actuelle, pour aller très vite, si vraiment j'ai un objectif, c'est-à-dire que je prends ces 100 balles, je fais un taf alimentaire à côté, le soir je rentre, je me mate YouTube, peu importe la niche en soi, si je viens de faire de l'automatisation, bah, je vais mater des vidéos sur l'automatisation, je vais sur le site en question de ce que je veux apprendre, ou sur des forums, je me fais tout un listing, je me note tout, j'apprends des notes, et en fait avec la thune entre guillemets du taf alimentaire, je pense que je commence à créer soit un service sur lequel je vais pouvoir justement faire de la prestation, de la création de site internet, ou alors à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je peux me lancer aussi dans un business d'affiliation. L'affiliation, ça marche pas mal. Et justement, cet argent-là, je m'en sers pour justement faire un peu de ads ou d'aller payer, pourquoi pas, peut-être des influenceurs, etc. pour faire venir quelqu'un sur mon site. Ça peut être un peu soit de l'infoprenariat,
soit voilà, vendre un e-book, un PDF, soit à la limite faire du e-commerce aussi, pourquoi pas, hein, il y a pas mal de plateformes maintenant. Là je prends l'exemple, j'ai un exemple tout bête, mais faire des posters digitaux. Je pense que faire des posters digitaux, à l'heure actuelle, il y a des fournisseurs, je connais des fournisseurs qui permettent de le faire. Ils sont partout dans le coin du monde, ils impriment, ils envoient aux clients. Un peu du mode dropshipping, mais en mode posters digitaux. Avec l'IA maintenant, avec ChatGPT, on peut se servir de... Ouais, je paye un abonnement de ChatGPT, ou à la mi-journée, je me crée des petites images. Et ça peut aller très très vite en soi. Je pense que ouais, je pourrais partir sur plein de petits business comme ça. Ou alors un seul business, j'apprends l'automatisation. C'est un peu l'ère actuelle, toutes les boîtes en ont besoin. Ouais, mais tu peux pas vu que c'est dans la règle. C'est ce que tu fais là. Bon. Mais bon, ce que tu as dit sur les posters, c'était une bonne idée. C'est vrai que c'est organique, tu peux faire un site, t'as pas besoin d'un gros budget. Donc... C'est ça. J'ai un ami à moi qui a fait ça, qui est parti sur Etsy, qui a démarré avec Etsy. Il a payé un abonnement pour faire un peu de pub sur Etsy. Et qui au final a très, 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 très bien marché. Ils sont 2 dessus. Ils ont lancé ça, ils ont mis un peu de pub en interne. Et ils sont montés à $3 000 le premier mois, 6 000 le deuxième, 9 000 le troisième. Et bon, le problème, c'est que c'était un peu pas trop legit. Ils vendaient des posters un peu sur tout ce qui était marque de voiture, football. Donc, t'avais des Cristiano Ronaldo, des Messi. Et pour les droits d'auteur, ça pose problème. Et en fait, ils ont voulu grossir trop vite. Ils ont fait de la pub en externe sur hors plateforme d'Etsy. Et quand ils les a vus, ils se sont fait report. Et en fait, leur boutique a été fermée. Donc, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Ouais, mais bon, ils ont voilà. fait mal, mais au moins ils ont le process, quoi. C'est ça, ils ont le process, ils sont passés par une plateforme externe, du coup Etsy, tandis que s'ils avaient par exemple un site WordPress, WooCommerce ou Shopify, logiquement, ils auraient eu peut-être moins de mal. Bon après, si c'est une grosse marque qui reporte et qui signale, ils se seront fait bannir quand même. Mais ils ont quand même ce process où derrière, ils ont tout automatisé, une nouvelle fois. Dès qu'il y a une commande qui tombe sur Etsy, c'est envoyé au fournisseur, le fournisseur imprime et c'est envoyé au client. Et tout est vraiment automatisé, ils ont juste la création de posters digitaux à faire. Et ça, je sais que ça marche pas mal, justement avec l'IA encore plus. Vendre, pourquoi pas, des posters digitaux de chat et chien à papy mamie avec leur nom prénom. Ou moi, ça, c'est un service que je voulais vendre des posters digitaux de ville, Paris, machin, des trucs un peu souvenirs, etc. Je pense qu'avec de l'IA maintenant, surtout avec Adobe Firefly, on peut faire énormément de belles choses. J'ai fait déjà pas mal de tests. Je pense que ça sera peut-être un business que je lancerai si j'ai un peu de temps qui se dégage. Et ça, pareil, vous pouvez vendre des posters digitaux si vous démarrez. Je pense que ça peut se vendre très facilement. Pareil, sur les marchés du coin dans votre village, vous faites un poster avec le nom de la ville ou du village, des trucs alentours, avec des lieux un peu connus, des fontaines, des barrages, peu importe. Je pense que ça peut très bien marcher aussi. Ouais, non, t'as raison. Mais moi, j'avais fait des tests que sur les villes un peu côtières, souvent il y a des affiches avec le nom de la ville et dans un certain style. Et j'avais réussi à le refaire. Donc oui, c'est vrai que tu fais ça, même en physique, ça marche bien. Bon, exactement. En fait, c'est un peu le même principe que les cartes postales que t'achetais quand tu pars en vacances. T'achètes ta petite carte postale, là, c'est ton poster digital. Tu peux soit, du coup, la personne peut l'imprimer chez elle avec son imprimante, soit tu peux vendre directement le poster toi en format papier. Et t'as 2 choix. Et je sais que le poster, pour une statistique, c'est là que ça intéresse de se lancer là-dedans. La stat, mon pote m'avait dit qu'il faisait 70% de ventes posters physiques et 30% de digital. Donc c'est pas à négliger quand même. Ah oui, j'aurais pas pensé, j'aurais plus pensé que les gens ils faisaient un kiff comme ça pour mettre dans leur tel ou autre chose. Ouais. Et au final, ils l'impriment eux-mêmes. Après, eux, ils sont au Canada. Du coup, il est parti vivre au Canada. Et en fait, là-bas, pour imprimer un papier A4 en mode papier glacé bonne qualité, ça coûte que $1. Donc en fait, les gens préfèrent l'imprimer eux-mêmes que de recevoir et de payer l'impression. Ouais, je comprends. Ouais. Mais même en France, je sais que ça coûte plus quand même. C'est un petit coup, mais ça doit pas être non plus très cher, je crois, de mémoire, si tu veux. Ouais, je pense pas. Ok. Est-ce que tu as une routine et un lieu de travail particulier, par exemple un bureau où tu es plus chez toi et à ta fait? Ouais, là actuellement je suis chez moi, je me suis fait un petit setup bureau. Là derrière il y a le PC de ma femme justement. J'ai un PC, c'est moi qui me suis fait mon propre bureau avec des pieds, planche en bois, j'ai peint, j'ai poncé, j'ai mis mes petits trucs, j'ai 3 écrans, je me suis fait un petit setup confortable. Et après ma routine en soi, non, j'ai pas de routine parce que quand t'as un bébé, on va dire de 1 an et demi, qui se lève à toutes les heures et qui s'endort quand il a envie, forcément ta routine c'est un peu la sienne en fait. Donc le matin, tu peux te coucher à 3 heures du mat, tu bosses tard dans la nuit, et à 6 heures du matin tu peux être debout parce que bibi quoi. Voilà. Et là il y a pas de make c'est pas utile là, par contre. Et justement tout le monde me disait mais tu t'automatises, mais tu peux pas automatiser les biberons, les couches, et malheureusement j'ai cherché mais j'ai toujours pas trouvé. Je rigole, ça serait horrible. Non, mais là
Là, il faudra des Ouais, machines, des ouais, robots. clairement. Et si tu avais ton toi là de 16 ans, c'est le côté un peu l'instant philosophique un petit peu devant toi, qu'est-ce Ouais. que tu lui dirais? Bah, crois en toi en vrai, parce qu'il y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont des fois te soutenir. Heu, continue le chemin, enfin tu verras bien, ce qui va se passer et en soi, ouais, essayer de plus être curieux. Je pense qu'il faut être vraiment on n'a qu'une vie, il faut être vraiment curieux de tout, s'intéresser à tout. Peu importe si c'est pas un truc qu'on va faire au quotidien, mais vraiment essayer de prendre en fait de tout le monde. C'est pour ça que le partage et la relation humaine est ultra importante. Comme là, on est en train de faire, de partager, et cetera. On a partagé tout à l'heure en off ce que vous mettiez, les idées, et cetera. Bah, ça peut donner en fait d'autres idées, ça peut motiver des gens à lancer quelque chose, et cetera. Donc je pense que le partage, ouais, garder cette relation humaine que j'ai toujours su un peu avoir. Et justement, je pense que c'est toute l'expérience aussi des boulots un peu au contact des gens que j'ai fait dans les grandes surfaces, etc., qui m'a peut-être un peu aidé aussi à m'ouvrir et à pas être timide et à justement essayer de partager, dialoguer avec les gens et de partager un peu l'expérience de vie, quoi. Ouais, t'as raison de le rappeler, parce que c'est vrai que là, on commence à avoir fait pas mal d'invités, on doit être à une 30 ou 40, et c'est vrai que on a toujours eu des bons rapports, à chaque fois, c'était vraiment, on a appris en interviewant les gens en off et pendant l'interview, tu vois. Clairement, clairement. Je pense que c'est 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 le la but base, premier. De toute quoi. façon, c'est le réseau. La communication, le réseau, ça peut tout apporter, hein. Et moi, je sais que ça m'a débloqué énormément de situations où j'étais bloqué. Et là encore, même hier, tu vois, bah, je fais appel à quelqu'un de mon réseau qui va m'aider, qui va peut-être faire une mission de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est ultra important en fait. Je m'en rendais pas compte avant parce que j'étais très timide. Je me disais mais qu'est-ce que moi je vais faire à intégrer un réseau de personnes qui sont dans tel domaine très connu machin. Franchement, faut oser foncer. Ça sera que du positif, clairement. Je sais plus le nom du podcast, mais j'écoutais un podcast il y a pas longtemps, là, et le mec parlait des milliardaires, et en fait, il disait, ils sont pas tant plus intelligents que ça, et que toi ou moi ou n'importe qui. Et en fait, c'était surtout une question de réseau au niveau des banques, et tu vois, et puis des affaires, bien Ça, sûr. bah, faut s'intéresser de toute façon à Donc, ces personnes-là et comme tu dis, bah, ces personnes-là, ce qu'elles savent faire le mieux, c'est s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont pouvoir justement les remplacer limite totalement. Je sais que j'écoute pas mal aussi des fois les podcasts, bah, Yomi Denzel, Antoine Blanco, etc. Et bah, quand tu vois après sur leur chaîne un peu principale, chez qu'Antoine Blanco ou d'autres parlent beaucoup de justement l'influence du réseau, des grandes personnes, etc. Et je pense que c'est ultra important et c'est vraiment quelque chose à retenir, quoi. ouais, c'est clair. T'as un petit peu répondu à la question, mais je vais quand même te la Ouais. poser. C'est pourquoi tu fais tout ça, globalement. Tu parles de quoi? Du business, de l'entrepreneuriat, de quoi? Pourquoi entreprendre et pas juste garder un taf et être salarié? Après, en soi, je pense que t'as toujours un côté, tu envie de prouver que. T'as un côté un peu égo de te prouver à toi-même que tu peux le faire, tu vois? Parce que souvent, bah, dans le passé, t'as eu une expérience où on t'a dit: «Ouais, mais ça, de toute façon, tu pourras jamais le faire» ou «Ça, c'est trop compliqué». Je pense qu'il y a un peu d'ego et de revanche, un truc aussi sur, peut-être, je sais qu'à l'époque, bah, tout ce qui était parents, grands-parents qui n'ont pas forcément fait trop d'études, ils sont pas forcément allés très loin, ils se sont retrouvés avec des tafs un peu très chiants qui te cassent la santé. Et je pense que voilà, je pense que le fait de s'enrichir comme ça avec Internet, on a une chance qui est incroyable, contrairement à l'époque où bah, tu avais un taf en usine et tu faisais ton taf, tu n'avais pas d'autre choix en fait. Et tu nourrissais la famille. Je pense que maintenant, voilà, on a des possibilités avec Internet de gagner énormément d'argent de chez soi. Moi, ça me permet aussi, ça c'est un très bel avantage, c'est de pouvoir bosser de chez moi, de pouvoir profiter de ma fille. N'importe quel moment, je sais que même le soir, si je bosse très tard, bah, je vais quand même prendre le temps, je vais faire le bain avec elle, je vais lui donner à manger. En fait, c'est des moments de vie que tu pourras pas rattraper. Et ça, je l'ai bien compris à travers d'expériences d'autres personnes. Donc, je pense que ouais, je fais ça pour voilà, avoir ce cadre de vie-là que je pense que avant j'avais pas. Je travaillais à l'usine, c'était 6h 14h, une usine de production dans le froid. Donc je pense que cette expérience-là maintenant m'a fait changer cette vision de je sais ce que j'ai envie. Avant tu me demandais à 22 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, hein. J'étais perdu, j'avais passé mes concours gendarmerie et police, je les ai réussis. Je devais rentrer à l'école à Tulle, chez François Hollande là-bas. À 3 jours de ça, bah, je dis finalement non, je pose mon sac, j'y vais plus. Et je devais rentrer à 3 jours même. Ben voilà, il y a des chemins de vie, des parcours de vie. Et maintenant, ben, j'ai deux meilleurs amis à moi qui sont en gendarmerie dans la police et je regrette pas du tout de pas avoir finalement suivi ce chemin. Mon père était au final aussi gendarme, donc j'avais un peu ce côté-là où je voulais un peu faire comme lui, un peu un exemple. Et au final, ben voilà, j'ai laissé tomber. Et même maintenant, lui, il me dit, bah finalement, t'as bien fait parce que c'est plus ce que c'était, quoi. Donc je pense que voilà, toute l'expérience de vie de n'importe qui est bonne à prendre pour sa propre expérience et ses propres choix de vie. Et faut vraiment penser à ça et essayer
voilà, d'être à l'écoute de tout le monde, on va dire. Ouais, au final, ce qui revient un peu Ouais. dans cette réponse qu'on a souvent, c'est, si on devait résumer, je pense, c'est la liberté en quelque sorte. Clairement. Bah, liberté, je vais pas dire financière, parce qu'en soi, je roule pas sur l'or, je suis pas riche, mais voilà, j'ai pu me faire payer une maison bon, à crédit, mais c'est pas grave, j'ai ma maison, je sais que dans 20 ans, j'ai fini de la payer, ma fille aura une maison, enfin voilà, quoi, je veux dire, elle aura un héritage derrière, elle aura pas galéré, etc., comme bah, mes parents ont pu galérer. Puis voilà, elle a un cadre de vie, elle est épanouie et tout, donc elle a tout ce qu'elle veut acheter, enfin tout ce que moi j'ai envie de lui acheter, je peux lui acheter. Et puis j'ai la liberté du temps aussi. La liberté du temps, Oui, voilà, c'est ça, la c'est liberté hyper globale, quand je important. disais ça. Ouais. C'est ça, clairement. J'ai trop donné dans des tafs routiniers, enfermés à l'usine, que maintenant je sais vraiment la vraie valeur du temps qu'on peut avoir. Ouais, c'est clair. Pour terminer, on aime toujours poser cette question. euh, J'allais dire pécunier, Ouais, mais financière, c'est ouais. pareil. Tu génères combien en chiffre d'affaires ou en net? Ben, en soi, là concrètement, pour donner un ordre d'idée, c'était très. Alors, j'ai lancé ma formation sur Make il y a juin dernier. En 6 mois, j'ai généré 25K de CA. Et en fait, le problème de la formation, c'est que là actuellement, les gens n'ont pas forcément le temps de la suivre, ou alors ils n'ont pas envie, ou alors ils sont sur un autre projet. Et c'est très compliqué d'en vivre, mine de rien. On parle beaucoup de l'aspect formation, c'est facile, tu vends une formation, tu fais de la thune sur Internet. Sauf que ben en soi, il y a tout le derrière. Ok, oui, mais tu as fait une formation, tu l'as créée une fois, et du coup, tu peux la vendre à plein de personnes, mais une fois qu'elle est faite, tu n'as plus besoin de revenir dessus. Et non, en fait, c'est totalement l'aspect. Le décor est différent. Moi, derrière, j'ai un Discord avec plus de 400, quasiment 400 personnes, où justement, j'ai des questions tous les jours. Comment est-ce que je peux faire ci? Comment est-ce que je peux faire ça? Je suis bloqué à tel point. Ben, ces personnes-là, faut les aider. Donc, ça te prend entre 5, 10, des fois, ça me prenait 15 heures au début de la formation par semaine à répondre aux messages, la nuit sur WhatsApp, enfin, vraiment à n'importe quelle heure. Donc tu as ce côté-là en fait où bah, j'ai pas réussi à garder ce vendre une formation. De toute façon, ça m'intéresse pas de faire que de la formation. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aider des entreprises, développer, etc. Et là, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 3 contrats. Donc j'ai un contrat avec une grosse boîte qui est dans le sport, qui fait des vestes, habits de sport pour ski, surf, etc. Une marque connue en France. Bon, je peux pas citer le nom encore, mais je pourrais peut-être en parler bientôt quand le projet sera sorti. Et qui veut faire de la réécriture de fiches produits. Bah là, typiquement, en gros, je me vends en tant que freelance à 800 euros le jour, hors taxe, et j'ai facturé 10 jours pour un projet comme ça. Donc là, il y a 8000 euros qui vont rentrer. J'ai un autre projet où, normalement, avec une agence SEO, ça devrait passer aussi, un projet à 12 000. J'ai un autre projet qui est validé aussi, pareil, de la réécriture de fiches produits pour des plateformes comme Leroy Merlin, Mano, etc., à 2005. Donc, en fait, l'automatisation, clairement, je pourrais pas. En gros, tu peux dire, aller entre du 30 et 44 CA sur une année, quoi. Ouais, c'est dur à dire, Pour parce me qu'il y a donner une peut-être fourchette. il y a peut-être une Voilà, année c'est tu ça, vas c'est faire plus, une autre moins. plus, une année où tu vas faire moins, c'est ça, c'est que t'as pas vraiment de base, etc. Mais là, en tout cas, en espace de peut-être depuis juin, j'ai voilà ce projet-là qui est tombé, ce gros projet avec la marque de sport, et j'ai 2 autres projets qui viennent de me tomber là il y a 2 semaines, et j'ai encore une grosse marque qui est très connue dans l'équipement EPI des entreprises, et qui est très connue aussi pour ceux qui font de l'escalade. Je pense que je citerai pas le nom, mais il y en a qui vont reconnaître. Pareil, qui m'a contacté parce qu'ils vendent dans 80 pays dans le monde entier, ils ont 3 millions de produits, et ils veulent automatiser beaucoup de choses sur l'aspect marketing, sauf qu'ils vendent dans 90 pays, donc il y a de la traduction de langue, etc. Donc là, ça peut être un projet qui est limite, qui peut frôler plus de 100K facile. Bon, il n'y a rien qui est fait, c'est juste de l'échange pour le moment, mais voilà, en gros, les grosses boîtes maintenant commencent vraiment à s'intéresser à l'IA, à l'automatisation. Donc là aussi, il y a un gros marché, ceux qui ne sont pas encore vraiment lancés dessus. Si ça vous plaît, lancez-vous. Il y a vraiment énormément d'oseille à rentrer, et il y a du marché sur facile 5-10 ans minimum, quoi. Bon, on te le souhaite en tout cas que tu signes avec eux. Hein. Ouais, ben merci, hein, merci beaucoup. Et c'est intéressant, tu vois, qu'on pose la question, pas juste bêtement pour savoir combien de fric tu Ouais, fais, bien tu sûr. vois. C'est vraiment cet aspect-là de comprendre aussi, de faire comprendre aussi à ceux qui nous regardent et qui aimeraient se lancer ou qui se lancent à peine, que les chiffres d'affaires peuvent varier selon les mois, selon les Clairement, années, puis ça veut rien et que dire. c'est toujours un challenge. Ça veut rien dire aussi, c'est que du chiffre d'affaires. C'est que Oui, aussi, derrière, en plus, ça ouais. se trouve, je paye peut-être 1000 balles de licence par mois, et puis d'autres logiciels, et puis à la fin, finalement, une fois que tu as enlevé l'URSSAF, les impôts et tout ce qui va derrière, bah, peut-être qu'il te reste que 2000 balles en fait. Tu vois, donc tout le monde dit ce côté un peu rêve entrepreneurial, etc. Votre liberté géographique, votre liberté temporelle, votre liberté financière. Mais il faut aussi expliquer que derrière, bah, c'est pas facile, il faut énormément bosser. Je passe vraiment peut-être franchement 16 heures à bosser par jour, et je dors très peu, donc voilà, c'est très compliqué. Je passe peut-être un peu moins de temps aussi avec ma femme le week-end, donc
tout ça, faut le prendre en compte. Il n'y a pas que ce côté un peu, je suis entrepreneur, trop bien, je travaille de la maison. Il y a tout le côté derrière où, le CA, quand certains me disent, oui, je génère 10 000 euros par mois, faites attention, en tout cas, derrière, ça se Ça trouve, veut le mec, rien il est dire en et tout marge. dire. Hein. Exactement. En marge, ça se trouve, le mec, il fait peut-être 2 000 euros et vous gagnez peut-être plus que lui avec votre CDI à côté, quoi. En tout cas, merci à toi, Nicolas, pour toutes ces informations. C'est hyper enrichissant. Merci à vous, Antoine et Mehdi, ça fait super plaisir. Merci encore pour l'invitation. C'était très cool cet échange. Et puis on va parler un peu en off du coup. Ouais, carrément. Si vous voulez. Pour juste avant de parler en off avec toi, on va juste te poser 3 dernières questions, puis on t'en met dessus. Donc justement, la question la plus simple, c'est comment les gens ils peuvent te suivre. Twitter, je suis pas mal actif, LinkedIn aussi, et YouTube. Vous Retrouvez tapez Leroy Nicolas, description. Leroy Nicolas, même sur Google. De toute façon, sur Google, vous tomberez sur mon site, je suis premier normalement. Deuxième sur le mot-clé agence automatisation. Donc voilà, s'il y en a qui veulent checker, Leroy Nicolas, de toute façon, je suis sur tous les réseaux, logiquement, avec ce nom-là, quoi, en nom propre. Est-ce que tu aurais une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes et pas forcément des gens qui sont du même milieu que toi, au contraire? Ouais. En vrai, je pense que déjà il y a une personne. Alors c'est une personne féminine du coup. Je sais pas si vous l'avez suivi, mais là justement ce matin elle passait avec Romain Pirotte. C'est Julie Vicart. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je connais pas. Ok. Ouais. Elle fait du SEO, SEA marketing et community management, etc. Et pareil une maman, etc. qui est très grosse bosseuse. Qui là justement vient de migrer sa boîte au Luxembourg, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal d'infos aussi intéressantes à aller chercher avec elle. Et j'avais déjà échangé avec elle justement et très très bonne expérience. Je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir discuter avec elle. Elle fait du média buyer, média buyer aussi. Donc clairement bon profil intéressant. On va terminer du coup avec le message de fin. Le message de fin c'est simple. Peut-être que tu l'as vu du coup dans les podcasts. C'est juste de donner un dernier conseil peut-être ou un dernier message à celui qui voudrait ou à celle qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Accrochez-vous, c'est pas si facile que ça, mais croyez en vous, n'écoutez pas forcément ce qu'on va vous dire sur ça marchera pas. Vraiment en fait testez, tombez, échouez. Moi c'est ce que j'ai fait plein de fois. Et essayez d'éviter surtout, et ça c'est un truc que là je viens à peine de passer au bout de X années, c'est d'avoir le syndrome de l'objet brillant. N'essayez pas de faire 36 business en même temps, ça ne marchera jamais. Et je suis le premier à vous le dire, ça fait peut-être 10 ans que je fais ça, à lancer 36 projets en même temps, à être sur tous les fronts, et au final, il n'y a rien qui marche. Essayez de vous focus sur un seul truc, faites ce truc à fond, lancez-vous un objectif de temps, essayez de décortiquer vos tâches, ce que vous souhaitez mettre en place, etc. Faites-vous vraiment un planning, notez-le. Moi, c'est pareil, je me disais, je notais tout sur Notion, sur mes blocs-notes, etc. Mais essayez d'être organisé, donnez-vous un objectif, et si vous n'y arrivez pas, passez à autre chose. Mais n'essayez pas d'être sur 36 business à droite, à gauche. J'en ai pas parlé pendant le podcast, mais j'ai lancé aussi un site de paddle, donc le nouveau sport de raquette. J'ai lancé un site, une application, une marque, etc. Gros projet, gros investissement, et qui au final, j'avais pas le temps de m'en occuper, j'ai laissé de côté. C'est un truc qui est en train de tomber, mais pourtant derrière il y a beaucoup de boîtes comme Decathlon, etc. qui m'ont contacté pour faire des partenariats. J'étais allé chez eux. Enfin bref, je viens d'y penser maintenant, mais dites-vous bien que n'essayez pas d'aller à droite à gauche en pensant que vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. Pensez d'abord à la valeur que vous allez transmettre, et si les gens peuvent pas se passer de vous, ils seront prêts à payer un gros prix, et c'est là où vous allez gagner votre vie. Le message est très clair. Super. Merci beaucoup pour toute cette expérience. Avec plaisir, merci à vous les gars. Merci à toi Nicolas, et merci pour ton temps. Merci à ceux qui nous regardent. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires. Donc ça nous fait énormément plaisir. Continuez dans cette même lancée, c'est super. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music et Amazon Music. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous et rendez-vous vendredi prochain.